Le 23 avril 2026, le président de la République reconduisait Anatole Koné Makosso au poste de Premier ministre chef du gouvernement. La mission lui a été donc confiée d'accélérer la marche vers le développement, projet sur la base duquel Denis Sassou Nguesso a été réélu à la magistrature suprême. Plus de 100 jours après, qu'est-ce qui a été fait? Quelles sont les bases qui ont été posées pour permettre de dire aujourd'hui que cette marche est en train d'être accélérée? En tout cas, c'est autour de ces questions que nous discuterons dans cette émission spéciale avec le Premier ministre Anatole Koné Makosso. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis en compagnie de Fortuna Ngolali, journaliste et manager de Tcheleka Media, et d'Alphonse Ndongo, journaliste économique et financier. Alors, monsieur le Premier ministre, vous nous recevez ici, en tout cas à Yanga, où vous passez en tout cas vos vacances. Pourquoi c'était important pour vous de venir ici vous reposer vos vacances? Pour me ressourcer aussi, me reposer, je l'espérais. Quel lien vous avez avec ce village qui est le vôtre également? Un village comme plein d'autres. Souvenez-vous qu'en 2022, j'avais passé mes vacances à l'intérieur du pays. Oui. J'ai fait les départements, je suis allé à Bétou, je suis allé à Mbomo, je suis allé à Ngabé, je suis allé à Gamboma. Voilà, j'aime passer les vacances à l'intérieur du pays, ça me permet, comme je l'ai dit, de me ressourcer et de me mettre en communion et en phase avec le Congo profond. Alors, monsieur le Premier ministre, on va démarrer avec l'actualité nationale. Nous savons, hier, en tout cas, il y a eu des incidents au niveau de Makoti Poko où, selon certaines informations, pas encore confirmées, il y aurait eu 2 morts du côté des forces de l'ordre congolaises et 2 autres ont été justement pris en otage. Quelles sont les informations que vous avez maintenant sur cette question? Il vous souviendra que j'ai reçu hier les 2 ministres des Affaires étrangères de nos 2 pays, oui, qui, au terme de leur mission, ont tenu à venir me présenter des civilités. Et cela coïncidait avec cet événement malheureux que nous avons connu. Et nous avons passé tout l'après-midi hier avec eux et toute la soirée avec les autres membres du gouvernement pour mieux gérer la question en lien avec les autorités de la RDC. Vous parlez des vacances, elles vont d'ailleurs être suspendues parce que je suis obligé de me retrouver à Brazzaville pour convoquer une réunion interministérielle dès demain et regarder quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour mieux gérer la situation dans le cadre des relations que nous avons entre les 2 pays. Mais pour le moment, toutes les dispositions nous semblent être prises pour que nos compatriotes qui étaient détenus de l'autre côté dans des conditions peu catholiques soient rapatriés. Il y aura des mesures de rétorsion ou c'est simplement la voie diplomatique que vous avez choisie, monsieur le Premier ministre? Nous travaillons pour que nous puissions définir la démarche à suivre. Vous savez que nous veillons toujours à l'amélioration de nos relations avec tous nos pays voisins. Le Congo n'est pas un pays va-t-en guerre. C'est une situation que nous regrettons tous. Et nous avons toujours réglé tous les conflits avec les voisins, y compris les conflits frontaliers, par le biais du dialogue, par le biais de la diplomatie. La guerre, où vous avez parlé de quoi? Des mesures de rétorsion? Oui. Cela n'intervient que lorsque toutes les conditions de dialogue sont épuisées. C'est ce que demandent la plupart des Congolais sur Internet, hein, que bon, on doit riposter, les forces de l'ordre congolaises doivent riposter. Pour le moment, ça ne nous empêche pas de témoigner toute notre compassion aux familles de nos compatriotes éprouvés, que je ne manquerai d'ailleurs pas de recevoir dès que je vais arriver à Brazzaville, et de témoigner toute notre solidarité aux forces de défense et de sécurité qui prennent beaucoup de risques. Justement, vous vous rendez compte finalement des risques qu'ils prennent pour garantir la sécurité de notre territoire, la sécurité des biens et des personnes. Oui. Ce sera d'ailleurs l'occasion pour nous de leur réitérer tout le soutien du gouvernement. Souvenez-vous que je l'ai dit lorsque je présentais, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, il y a quelques semaines, où je disais que nous devons renforcer les budgets dans les services de défense et de sécurité en tenant compte effectivement de tous les enjeux géopolitiques et géostratégiques que connaît le monde. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps. Voilà, donc le président de la République lui-même nous a instruits, et ce n'est pas pour rien qu'il avait félicité dans son message d'investiture le travail des forces de défense et de sécurité. Mais, vous savez, la paix et la sécurité, comme on le dit, c'est comme l'air.
on ne se rend compte de son importance que lorsqu'on en est privé. Aussi longtemps que nous vivions en paix, aussi longtemps que nous n'étions pas perturbés, nul ne se rendait compte de l'importance du travail que réalisaient les forces de défense et de sécurité. Maintenant que nous avons connu cela, on voit tous les Congolais, et je les remercie d'ailleurs, se mobiliser pour reconnaître le travail abyssal des forces de défense et de sécurité et réclamer justice, réclamer plus de protection, réclamer plus de moyens d'action de ces services de défense et de sécurité. Oui, on a aussi écouté ici les gens faire le reproche qu'on investissait beaucoup dans des dépenses de défense et de sécurité. Si maintenant, aujourd'hui, vous nous dites qu'il faut davantage de moyens, je pense que maintenant, nous sommes en phase sur les priorités que nous devons accorder à certains services lorsqu'il s'agit de faire des allocations budgétaires. Très bien, Monsieur le Premier ministre, on passe à un autre sujet d'actualité, les grèves. En tout cas, pendant que vous et votre gouvernement, vous êtes en vacances, l'hôpital est en grève, les médecins sont en grève. Et sur ce point, je donne la parole à Alphonse Ndongo. Oui, Monsieur le Premier ministre, heureux de savoir que vous allez bientôt alléger vos vacances parce que vous allez vous mettre en phase avec la situation qui prévaut à Marcoussis-Poko. Mais peut-être que vous n'aurez pas dû aussi prendre vos vacances au regard de la situation sociale, notamment avec les hôpitaux qui sont en grève au moment où nous parlons. Les agents des hôpitaux n'ont fait qu'exercer leurs droits. Le droit à la grève est un droit garanti dans le cadre de la législation du travail. Nous avons été informés effectivement de ce que les partenaires sociaux déclenchaient une grève presque illimitée dans les établissements hospitaliers. La seule chose que nous déplorons simplement, c'est que lorsque nos partenaires sociaux, lorsque les travailleurs exercent leurs droits de grève, ils oublient qu'ils sont aussi garants de la préservation du droit à la santé des citoyens. Le droit à la santé est un droit universel qui ne devrait pas être violé par quelque personne que ce soit, pour quelque raison que ce soit. Ce qui revient à dire que, prenons le cas des hôpitaux généraux, tous les hôpitaux généraux ont deux catégories de personnel. Il y a un personnel qui relève de la fonction publique et un personnel qui émarge dans le budget de ces établissements hospitaliers. Alors, si les raisons fondamentales portent sur le non-paiement des salaires des agents relevant de ces établissements hospitaliers, on n'a jamais compris pourquoi cette grève est toujours générale, alors que ceux qui relèvent de la fonction publique ont leur salaire régulièrement payé. Donc ils ne devraient pas partir en grève. Mais il n'y a pas de solidarité dans ce domaine si ce ne sont pas pour les mêmes raisons. S'il y a une grève qui est déclenchée parce qu'il y a une catégorie du personnel qui réclame son salaire à raison, il n'y a pas de raison que la catégorie du personnel qui n'a pas de problème de salaire puisse se solidariser pour faire grève. Et quand bien même il devrait se passer une forme de solidarité, dans l'extrême des cas, il aurait nécessairement un service minimum. Et au nom même du service minimum, celui-ci devrait être assuré de droits par ceux qui ne sont pas concernés par la revendication qui a fait l'objet de la grève. Voyez ? Donc, c'est toutes ces questions, vous avez raison, que nous devons... on n'aurait même pas dû prendre des vacances, comme vous le dites, mais il y a aussi le droit au repos. C'est aussi permis. Nous devons tout faire pour concilier l'ensemble des droits pour les citoyens. Vous imaginez, on a fait pratiquement, le Premier ministre a fait pratiquement 3 ans, il n'a pas pris de vacances. Et on sortait d'une période aussi difficile, après des élections, après tous les chantiers que nous avons déployés, toute l'énergie que nous avons dépensée. Il n'était pas exagéré d'accorder aux membres du gouvernement quelques semaines. En plus, il ne s'agit que de 2 semaines de vacances pour chaque membre du gouvernement. Alors, Monsieur le Premier ministre, on sait très bien que le gouvernement a aussi quand même une part de responsabilité lorsque, justement, le budget d'équilibre n'est pas payé à un centre hospitalier de référence comme le CHU. Pour votre gouvernement, en 2024, il n'y a eu que 42% du total de la subvention d'équilibre et 13% en 2025, tandis qu'au cours de cette année 2026, aucune subvention d'équilibre
n'a été payé, ce qui impacte d'ailleurs pour votre gouvernement les recettes qui se situent aujourd'hui à 80 millions de francs CFA seulement pour les 3 derniers mois de l'année. Alors, est-ce que cela ne devrait pas vous amener à procéder à certains arbitrages en termes de soins apportés à la qualité de la dépense publique, au lieu, n'est-ce pas, de dépenser pour certaines choses qui, pour moi, sont superflues? Est-ce qu'il ne faut pas, justement, axer, n'est-ce pas, l'arbitrage sur les dépenses qui sont liées à la santé? Quelles sont selon vous les dépenses qui seraient superflues et qui ne nécessiteraient pas que l'État y apporte le regard et le soutien nécessaire comparativement aux dépenses de santé? Je n'en sais pas grand-chose, mais il y a le train, par exemple, le 15 août, Monsieur le Premier ministre, on peut même parfois ne pas faire. même le train de vie du gouvernement, le train de vie de l'État, parce que ça concerne énormément les institutions. Ne pas célébrer la République, ne pas célébrer l'accession de notre pays à l'indépendance. Célébration à minima. Mais bien On sûr peut la célébrer sobrement. On peut Bien être sûr sobre, que c'est Monsieur un le Premier minimum. ministre. Au lieu de Bien coûter sûr que plusieurs c'est un milliards minimum. pour ces festivités. Vous avez on peut être vu beaucoup cette plus sobre. festivité être célébrée sur toute l'étendue du territoire national? Non. Voilà la preuve effectivement des arbitrages que nous faisons. Alors que par le passé, une fête nationale, nous la célébrons partout, puisqu'il s'agit de l'appropriation par l'ensemble des forces vives de cette cérémonie qui témoigne de leur engagement au service de la nation, de leur reconnaissance à l'action entreprise par nos pères et mères, de leur fidélité à la République et à la nation. Est-ce que c'est plus important que prendre soin du CHU, par exemple? Non, mais c'est pour vous dire que ces arbitrages se font. On aurait pu effectivement revenir aux méthodes d'antan où la fête nationale était célébrée sur toute l'étendue du territoire national. Vous vous rappelez qu'il fut des moments où nous limitions simplement cette célébration au défilé militaire. Et les populations trouvaient aussi cela injuste parce que la fête nationale n'est pas la fête de l'armée, de la force publique. Donc, il y a des conciliations. Et même, ce n'est pas avec ce qu'on aurait mis pour la célébration du 15 août pour le défilé et la mobilisation de quelques populations que vous avez vu célébrer avec les pouvoirs publics cette fête nationale emblématique qui va faire à ce que on ne puisse pas financer les dépenses. Ça permet quand même d'économiser, Monsieur le Premier ministre. Oui, mais d'accord, ce sont des économies, même si c'est à petite échelle, c'est important, mais ceci ne doit pas exclure cela. Ça ne nous empêche pas de continuer à financer les soins de santé. On ne peut pas dire que les soins de santé ne sont pas financés. Le CHU aurait donc dû fermer. Et vous voyez bien pourtant, mais il y a encore des investissements. Il est en grève, Monsieur le Premier ministre. Être en grève... Presque fermé. Être en grève, c'est pas être en faillite. Être en grève parce que vous avez des citoyens qui estiment qu'ils ne sont pas payés et ils ne peuvent pas travailler. Ils exercent un droit. C'est un droit qui leur est garanti. Ils le mettent en pratique. Nous sollicitons simplement que les uns et les autres comprennent que, en même temps que nous devons exercer notre droit de grève, nous devons veiller aussi à ce que le droit à la santé des citoyens soit garanti. Nous devons veiller à ce que le service minimum soit observé. Nous devons veiller à ce que ceux qui ne méritaient pas d'aller en grève parce que leur salaire est déjà pris en charge en leur qualité de fonctionnaires de l'État, intervenant dans le cadre de ce que nous appelons le noyau dur. Ils n'ont pas, par solidarité, à aller en grève et laisser les citoyens à leur triste sort. Mais, encore une fois, je voudrais insister sur ces questions de dépenses. Il est possible qu'une dépense urgente évince une autre. Et nous gérons les urgences dans le pays. Quand un pays est dans une situation difficile, quand les finances publiques sont critiques, vous ne pouvez que gérer les urgences et il en est ainsi partout dans le monde. Il peut arriver effectivement que face à telle urgence, nous puissions effectivement retarder telle affectation de dépenses. Je vous dis par exemple aujourd'hui, nous parlions des produits pétroliers. Je l'ai dit devant les sénateurs, à une réponse donnée par Monsieur le ministre des Hydrocarbures, que j'ai appuyé d'ailleurs à une sénatrice qui a posé la question de savoir pourquoi on vit des pénuries dans le pays. Et quand on dit aux gens, c'est aussi lié entre autres par la situation que nous connaissons du fait
de la guerre au Proche et Moyen-Orient avec le détroit d'Ormuz, les populations pensent qu'on s'amuse, qu'on amuse la galerie. Les populations pensent que ce sont des échappatoires. Non, c'est des situations réelles. Parce que nous expliquons aux sénateurs, par exemple, que le Congo importe 40% de ses besoins en produits pétroliers. La Congolaise de raffinage produit 60%. Et lorsqu'il arrive, comme en ce moment où la Congolaise de raffinage est à l'arrêt, pour des révisions, pour la maintenance, ainsi de suite, l'ensemble de l'approvisionnement devrait venir de l'étranger. Et même s'il faut rester seulement sur les 40%, le fait que, avec la situation géopolitique que nous connaissons, les prix ont flambé, les importateurs peuvent avoir beaucoup d'hésitation à faire venir le carburant de l'étranger, sachant qu'ils vendraient ce carburant à perte, dans la mesure où les prix de carburant au Congo étant plafonnés, le coût de revient des produits pétroliers ne leur permettra pas de gagner le bénéfice si on garde la vente des produits pétroliers à ces prix. Et il faut donc à ce moment que l'État intervienne pour permettre aux citoyens de continuer à s'approvisionner en carburant sans que ça puisse affecter son porte-monnaie, sans que ça puisse être plus lourd pour lui. Nous devons en ce moment, par exemple, prendre, et c'est entre autres raisons qui m'obligent d'ailleurs à arrêter aussi mes vacances, nous devons prendre une décision. Faut-il faire comme dans d'autres pays, c'est-à-dire jouer le jeu de la spéculation, faire augmenter même temporairement le prix du carburant pour permettre aux importateurs d'entrer dans les coûts, ou faut-il encore que l'État intervienne? Encore une fois, l'État qui subventionne déjà beaucoup les produits pétroliers va être obligé d'intervenir pour maintenir le prix à la pompe. Vous avez Monsieur le Premier ministre Ismaël, d'augmenter le prix. C'est ça, par exemple. Monsieur le Premier ministre, l'État congolais... Vous voyez, donc, il y a dans les arbitrages des priorités, des urgences. Il y a dans les arbitrages une forme de quadrature du cercle qui fait que les pouvoirs publics sont devant de vraies difficultés et il faut agir. Et ça peut arriver que pendant que les pouvoirs publics agissent, qu'il y ait un secteur qui puisse en pâtir. Monsieur le Premier ministre, l'État congolais est comme un élève, vous êtes pédagogue vous-même, qui ne retient non pas seulement ses leçons, mais non plus, j'ai envie de dire, les observations du maître. Ce que vous nous décrivez aujourd'hui, la pénurie et la situation du CHU, ne date pas d'aujourd'hui. On constate simplement que malgré les crises, malgré tout ce qu'on a connu jusqu'ici, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les solutions idoines, j'ai envie de dire structurelles, que vous avez prises jusqu'ici pour que le blocage aujourd'hui du détroit d'Ormuz ne soit pas votre seul alibi pour justifier ce que nous vivons, puisque les pénuries ne datent pas d'aujourd'hui. Est-ce que depuis 5 ans, à peu près 6 ans, vous avez réellement une politique que vous avez mise en place pour que tout ce qu'on vit depuis longtemps, les problèmes du CHU, les financements qu'on a donnés au CHU qui n'ont réellement pas résolu le problème jusqu'à aujourd'hui, puisque on sait que vous avez dépensé beaucoup de milliards il y a plusieurs années avant, qu'aujourd'hui, même pour les questions de pénurie. Quelle est aujourd'hui la politique que vous avez mise en place pour que le Congo sorte de cette ornière, en fait, pour qu'on n'en parle plus? Je voudrais un peu embrayer, Monsieur le ministre, à la suite de ce que vient de dire Fortuna. Est-ce qu'il y a un modèle économique pour, par exemple, financer le social et non notamment la santé? Ça dépend de la manière dont vous entendez financer la santé. Si c'est pour financer la santé des citoyens au plan individuel et collectif, nous avons mis en place une caisse d'assurance maladie universelle. Vous avez vu le président de la République, dans la mise en place du gouvernement, désigner un ministère de la sécurité sociale et de la prévoyance sociale. Vous n'avez peut-être pas certainement perçu... De la solidarité aussi. Je suis sur sécurité sociale et prévoyance sociale. Oui. C'est sur le papier, Monsieur le ministre. Comment? C'est sur le papier pour l'instant. C'est sur le papier, parce que j'ai l'impression aussi que nombreux avons-nous certainement été à n'avoir pas compris la nuance. Puisque j'ai lu aussi beaucoup de commentaires présentant cela comme si c'était une redondance, comme si c'était la même chose.
Voilà. Ça répond déjà en partie à ce que vous dites. Le mécanisme de financement de notre sécurité sociale, le mécanisme de financement de notre assurance maladie. Il y a la sécurité sociale, et dans le cas de la prévoyance sociale, il faut peut-être envisager un autre mécanisme qui fasse intervenir l'acteur privé, qui fasse intervenir le citoyen lui-même, pour que ces dépenses-là ne restent pas seulement le fait de l'État, principalement, mais qu'il y ait des acteurs privés et que celui qui a un peu plus de ressources soit capable de payer le surplus qu'il lui faut, d'abord pour améliorer sa propre assurance sociale ou de maladie, mais aussi aider par le surplus à financer l'autre partie des citoyens. Il en est ainsi compris même pour les retraites. Donc, si vous voulez parler du nouveau modèle économique, c'est celui sur lequel nous allons travailler à partir de maintenant, au regard des missions. Pour que demain, qu'on n'ait plus de pénurie, J'étais déjà en train de parler de la santé, puisque vous avez soulevé les deux aspects. Voilà, j'étais déjà en train de parler de la santé. Ça devait vous amener à comprendre, puisque vous dites que ces problèmes ne datent pas d'aujourd'hui. Ils ne datent pas d'aujourd'hui, ils tardent à trouver des solutions parce que nous sommes figés sur un modèle d'intervention qui fait peser tout sur l'État. Et il arrive des moments où l'État étant en difficulté de mobiliser davantage de ressources pour financer l'ensemble des politiques publiques, soit en difficulté et ne plus être à mesure d'en assurer le financement et de conduire à une forme même quand l'État a suffisamment de moyens, est toujours dans l'incapacité de résoudre le problème. On ne peut pas en avoir suffisamment parce que le financement de la santé, de la politique publique est dynamique. Ce n'est pas statique. Ce n'est pas parce que vous avez mis 500 milliards aujourd'hui que vous pensez que vous pouvez rester 10 ans sans en assurer la maintenance. Il faut donc garantir un financement pour que les équipements que nous mettons au CHU puissent bénéficier de leur maintenance, de sorte que ça ne tombe pas en panne et que ça ne fragilise pas le système. Et si, après avoir totalement investi, il arrive des moments où, comme il a dit, le budget d'équilibre n'intervient pas, les charges n'ont pas baissé, bien au contraire, les gestionnaires continuent à recruter, quand bien même l'État a mis à la disposition du personnel, on continue à recruter, il arrivera bien un moment où ce service sera en panne. Voyez? Pourquoi? Parce qu'on pensait que l'État est le bon pourvoyeur, le grand pourvoyeur, il est infaillible, il va continuer à en assurer le financement. Et chaque fois que l'État aura des difficultés à assurer le financement du fait de la conjoncture comme celle que nous avons connue entre 2015 et 2021, ou que nous connaissons encore jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que l'État sera en difficulté d'en assurer le financement, le service sera défaillant. C'est comme pour dire que les efforts d'hier peuvent être annihilés par la crise actuelle. Bien sûr, par les crises actuelles. Ouais. Les efforts d'hier peuvent être annihilés par les crises actuelles, bien entendu, mais parce que il faut que de façon continue, nous puissions financer le service, ne serait-ce que par l'entretien des équipements, par la maintenance. Nous avons construit de très beaux hôpitaux. On a équipé ces hôpitaux de beaux plateaux. Si dans 10 ans, par exemple, rien n'est fait. Rien n'est fait pour assurer la maintenance, pour renouveler les équipements et ainsi de suite. Dans 10 ans, ces beaux hôpitaux seront comme le CHU. Surtout si nous n'avons pas bien réfléchi au modèle économique. Si on ne compte que sur l'État, on n'a pas envisagé des mécanismes qui puissent permettre aux citoyens aussi de dire, bon, puisque quand je suis malade, il m'arrive même de vendre des parcelles, de vendre des terrains, de faire des cotisations pour aller me faire soigner à l'étranger, pour avoir un service peut-être même similaire à celui que m'offre désormais le CHU ou bien l'hôpital général de Kombo ou l'hôpital général de Sibiti que nous avons inauguré, ainsi de suite, ou l'hôpital général de Ouesso. Et que cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est de payer le prix qu'il faut dans cet hôpital général de mon pays pour permettre à mon pays de disposer de la ressource nécessaire, de financer la santé, plutôt que d'aller toujours
à l'étranger pour Ismaël, obtenir les mêmes rapidement, pour choses. boucler sur la santé, Ismaël. Non, pour La boucler Camille, sur, la pour Camille. boucler sur le social, on va passer, on parle de la on Camille. en reviendra, Ouais. Fortuna, mais on va passer sur les retraités. Il y a grogne aussi à ce niveau-là. Pour cela, je donne la parole à Fortuna Ngolali. Oui, parce que je voulais qu'on parle de la Camille, puisque parmi les revendications, sinon les cahiers de charges, vous les avez reçus un mois, vous avez payé un mois d'arriéré, si on veut le dire. Mais dans le cahier de charges, ces retraités réclament 300 d'indices, voilà, de points d'indice. Voilà, ils réclament aussi cette fameuse sécurité sociale, la CAMU. Alors, d'abord, la première question, la CAMU, si on peut en parler. Pourquoi ça ne marche pas jusqu'ici? Qui vous a dit que ça ne marche pas? Mais Oui, monsieur le Premier ministre. On peut dire que c'est en marche. En expérimentation. Il faut accélérer la marche. En marche, on va accélérer la marche. Justement, pour accélérer la marche, on va passer, on va prendre un peu le bilan des 100 premiers jours. Vous avez, en tout cas devant l'Assemblée nationale... Vous n'êtes plus sur les retraités, là? Oui, puisqu'on parle des retraités, vous avez payé un mois. Et bon, d'aucuns pensent que c'est insuffisant et d'autres encore, mais dans un pays qui est en crise... Sur 4 mois. Sur 4 mois, vous voyez un mois. Est-ce que vous pensez que vous avec avez... plus de 50 mois d'arriéré. On est dans le principe de la continuité de l'État, monsieur le Premier ministre. Puisque s'il en parle, parce qu'on sait que entre 2016, donc le plus gros lot, on va dire, de la dette, c'est entre 2016 et 2021. Mais entre 2021 et 2026 aujourd'hui, il y a à peu près 5 mois, on ne va pas dire seulement, mais 5 mois, c'est beaucoup déjà pour les retraités. Mais vous avez payé qu'un mois, monsieur le Premier ministre. Je voudrais qu'on essaie de repartir longtemps derrière nous, pour comprendre que jusqu'en 1990, les Congolais n'avaient pas de problèmes de salaire, de retard de salaire et de retard de pension, jusqu'en 1990. Ça veut dire que le président Denis Sassou Nguesso a toujours fait du salaire et de la pension une priorité. Salaire et la pension des Congolais. Nous avons commencé à avoir ces problèmes en 1991 et 1992, pendant la transition. Alors qu'on pensait qu'effectivement que ceux qui arriveraient étaient de meilleurs gestionnaires, qu'ils garantiraient une... C'est toujours le Congo, monsieur le Premier ministre. Je suis en train de parler de... Ouais, c'est toujours le Congo. Donc c'est ceux qui sont encore arrivés qui ont plongé. Je suis en train de vous l'État dans cette expliquer le situation, processus pour que vous compreniez. C'est ce qu'on essaie de comprendre. Il faut avoir la maîtrise des faits sociaux pour mieux les analyser. Oui. Non, je ne parle même pas d'un homme. Vous voyez? Ayez la patience. Vous comprendrez mon raisonnement. Et on versera moins dans l'émotion. À partir de 1991-92, on a commencé à avoir 3 mois de retard. Et en 95-96, on est arrivé à 15-18 mois de retard. En 97, une vingtaine de mois de retard. De salaire, de pension. Il est arrivé même des moments où les agents qui ont fait valoir leur droit à la retraite n'avaient même pas encore perçu, même pas la toute première pension. Ils ont attendu 4, 5, 6 ans sans percevoir même la moindre, même un seul mois de pension. Ça veut dire que dans la vie d'une nation, il y a parfois des périodes où l'économie est florissante, où la situation est stable, on n'a pas de problème. Et il y a d'autres périodes où la situation est difficile. Il y a quelques fluctuations comme ça, où on a des problèmes, on y fait face. Alors cette période de 90 à 2000, oui, qui nous a amené jusqu'à 20 mois d'arriéré de salaire, a été résolue, a connu une amélioration. Parce qu'à partir des années 2000 jusqu'en 2010, le même gouvernement, vous savez que c'est une continuité, a couvert tous ces arriérés. Encore une fois, pour vous montrer à quel point les pouvoirs publics et le président Sassou tiennent aux droits de pension, de salaire des citoyens. Ce qui n'a pas été le cas avant 80. Je n'ai pas dit que ce qui n'a pas été le cas. Je ne suis pas là, je ne suis pas en train de faire une comparaison. Suivez mon raisonnement. Je vous explique la marche d'une nation. Oui.
Le haut et les On bas. est allé jusqu'en 90, on n'a pas connu ça. Jusque-là, les bacs, ce n'est que de l'autre côté. Ouais. On est parti de 90 jusqu'en 2000, on a eu quelques problèmes. Entre 2000 et 2010, on a couvert ça. Ça veut dire qu'on ne méprise pas, on n'oublie pas le droit du travailleur. Et à partir de 2014, À partir de 2010, on n'a pas connu des retards de salaire. De 2005, ainsi de suite, pendant toute une décennie jusqu'en 2014. On n'a pas connu. Parce que la situation économique du pays était stable. À partir de 2015, on a vu le budget du pays être divisé par 3, pratiquement. De 4 100 milliards à peu près. milliards 100, on est descendu à près de 1500, 1600. On a commencé à éprouver des difficultés. Encore une fois, comme entre 90 et 2000. Et à ce moment, on est arrivé à des retards de salaire qui ont atteint pour certains établissements, surtout à budget de transfert, à des trentaines de mois, 40 mois, les retraités. Ils sont à 50 pour certains. Semble-t-il 40 mois. Pas de retard de salaire, mais de salaire ou de pension impayés. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont restés 40 mois sans un salaire. Comme j'entends dire, ça nous fait 4-5 mois sans salaire. Non. Avec des salaires impayés. Parce qu'on a dû payer un mois sur 2. On a dû payer un mois sur 45. Quand on totalise. Voilà. Donc, quand on totalise, ça fait ce stock. Donc, la situation que nous avons connue entre 2014 et 2021 n'est pas nouvelle. On a déjà connu des situations de ce genre par le passé. Et on avait résolu ces situations. Il n'y a aucun doute que cette situation que nous avons connue entre 2014 et 2021, avec les 40 mois de retard de pension ou de pension impayée, sera résolue. On arrive à partir de 2021-2022. On prend l'engagement. On aurait pu faire en sorte que ça s'accumule davantage. Si en 5 ans, on a fait 40 mois de pension impayée, les 5 prochaines années, on aurait pu faire aussi 40 mois, ou pire. Mais la rigueur qu'on met en place, le respect et l'attention qu'on porte sur les droits des travailleurs et des retraités, a amené le gouvernement à tout faire pour que le gap de ces salaires et de ces pensions impayées ne soit pas aussi important que pour les 5 dernières années. Ça fait que pendant les 5 ans, de 2021 à 2026, si l'on totalise, on est peut-être à 4 ou 5 mois de salaire impayé. C'est donc un effort. Et en attendant que la situation se normalise complètement, pour qu'on commence maintenant à regarder ces fameux impayés de 2014 à 2021. Quand on a dit ça, on n'a pas fui nos responsabilités. Aussi, Monsieur le Premier ministre. Quand on a dit ça, on n'a pas relégué aux autres une façon de faire qui serait différente de la nôtre. C'est ce que vous avez semblé dire dans votre argumentaire. Non, argumentaire. c'est ce que vous avez semblé comprendre, puisque vous comprenez toujours de travers. En tout cas, on va passer sur Je vous explique Monsieur le Premier, comment vous avez... fonctionne notre pays, Oui, Monsieur le Premier les ministre. situations que nous avons connues et comment nous arrivons à les résoudre. Oui, Monsieur le Premier ministre, quand on jette un coup d'œil ailleurs, en réalité, on ne devrait plus, après 40 ans, puisque vous nous parlez de la périodicité, vous nous parlez du séquencement des événements que nous avons vécu de ce pays, on sait qu'il y a des causes exogènes et endogènes, mais sous d'autres cieux, on aurait vu plus les mêmes problèmes. On ne peut plus continuer, par exemple, Ismaël en parlera, voilà. On a résolu les problèmes de santé, on a résolu les problèmes d'électricité, les problèmes d'eau, mais malheureusement, depuis 40 ans... Je n'aimerais pas citer. Comment expliquez-vous où vous croyez qu'ont été résolus les problèmes de santé, les problèmes sociaux et ainsi de suite, les mêmes pays de ces autres cieux se plaignent de la faillite du système de sécurité sociale, se plaignent du taux d'endettement hyper élevé de leur pays, se plaignent du grave déficit budgétaire, se plaignent de la difficulté qu'ils ont à boucler leur... Mais pas avec les mêmes impacts que... Mais non, mais ce sont les mêmes... On va avancer. Monsieur le Premier ministre, on va vraiment avancer. Ne pensez toujours pas que l'herbe est plus verte ailleurs.
Non. Chaque pays a ses réalités. Nous avons les nôtres. Aujourd'hui, je vous dis, on a déjà fait beaucoup d'efforts pour qu'en 60 mois, entre 2021 et 2026, que nous ayons limité les dégâts à 4 ou 5 mois de salaire impayés. On aurait pu faire aussi 20, 30, 40 mois de salaire impayés. Et si on a réussi à limiter les dégâts pour n'avoir que 4 à 5 mois de salaire impayés, on ne s'attribue pas un mérite, on ne s'attribue pas un trophée. Mais ça veut simplement dire que les politiques que nous sommes en train de mettre en place nous permettent de contenir la menace. Et que le pire est derrière nous. Et que d'ici là, lorsque nous aurons totalement équilibré, comme on a commencé à équilibrer entre 2022 et 2024, où vous n'avez pas connu d'arriéré, comme on avait commencé à équilibrer à ce moment-là, on va retrouver tout l'équilibre qui va nous permettre maintenant de regarder dans le rétroviseur et de payer les arriérés passés. Et je vous le dis encore, qu'en même temps qu'on s'efforce à garantir un tant soit peu cette régularité des salaires, les recrutements se font toujours à la fonction publique. Yeah. L'âge de la retraite a été avancé. Vous n'imaginez pas ce que c'est. Il faut qu'on vous explique ces choses-là comme on expliquera un enfant à l'école primaire. C'est quoi la conséquence? On espère que le haut fonctionnaire qui est allé à la retraite à 50, à 60 ans avait un salaire beaucoup plus grand et que maintenant qu'il n'est plus, la charge de l'État va diminuer, ce qui pouvait nous permettre peut-être de recruter 1 ou 2 agents pour le même salaire. Or, non seulement que on doit le maintenir en fonction, donc avec son même gros salaire, on ajoute une charge. Généralement, il faut que les uns partent à la retraite pour que les autres remplacent. Mais ces 5 dernières années, on a maintenu ces fonctionnaires avec le salaire relativement élevé, en fonction. En même temps, on devait recruter 2 ou 3 autres avec un salaire qui semble presque avoisine celui qui part. Donc, ça ne fait qu'augmenter la charge de l'État. Et l'État a supporté tout ça. Vous n'avez pas appris que l'État a dit ceci, il faut faire une déflation, il faut arrêter les recrutements. Non. Tout ça, c'est lourd. Ça peut faire à ce qu'effectivement, on ait du mal à supporter régulièrement la paie des pensions, qu'on ait du mal à supporter régulièrement les salaires des budgets des établissements habités de transfert. Surtout que ces mêmes établissements n'arrêtent pas non plus de recruter. Vous voyez, c'est toutes ces politiques. Quotas, alors, monsieur le Premier ministre. C'est toutes, comment donnez-leur des quotas si vous pensez qu'ils recrutent trop. Ce sont toutes ces politiques que nous sommes en train de revoir pour qu'on arrive, puisque vous avez dit, à quand la fin de tous ces problèmes. Donc, il faut repenser toutes ces politiques publiques. Vous voyez, telles que je vous les décris. Vous n'imaginez pas que nous sommes allés trop loin dans la prise de risque sur le dos de l'État. Il faut maintenant corriger. Est-ce qu'il y a un pays qui a corrigé de façon brutale? On ne peut pas corriger de façon brutale. On le fait avec beaucoup de méthodes jusqu'à ce qu'on retrouve l'équilibre. En tout cas, monsieur le Premier ministre, il n'y a pas de développement sans électricité, il n'y a pas d'industrie sans électricité. On va passer à cette épineuse question de l'électricité. Sur ce, je donne la parole à Alphonse Ndongo. Alors, monsieur le Premier ministre, on vous a vu sur le front justement social, notamment à travers l'électrification rurale, ce qui est une très bonne chose, même si on peut se poser la question sur le coût de rentabilité de l'électrification rurale en termes justement de bénéfices pour la société publique. Mais la question qui se pose ici, c'est que dans les centres urbains, nous vivons ce qu'on appelle, ce que les Congolais désignent aujourd'hui par délestage. Comment est-ce que dans l'articulation, n'est-ce pas, du programme que le gouvernement présente, on va passer de 748 mégas à un peu plus de 3000 mégas à l'horizon 2030, avec un financement qui devrait se situer à 6 000 milliards de francs CFA, soit 1 730 milliards par an.
comment est-ce que le gouvernement entend s'y prendre dans une conjoncture, comme on est en train de la décrire ici, très difficile? Alors, vous posez deux problèmes. Comment on va résoudre le problème d'électricité et surtout comment expliquer cette ambiguïté ou cette complexité qui fait que... Voilà, ce paradoxe, j'étais en train de chercher le mot. Comment expliquer ce paradoxe qui fait qu'alors que dans les zones urbaines, on n'a pas d'électricité et on se plaît d'aller offrir l'électricité dans les zones rurales. J'écoute ça souvent de la part de mes compatriotes, des Congolais, mais je crois que je vais y répondre. Et le second problème, comment l'État entend-il financer toutes ces politiques publiques, dont celle de l'électricité, qui demande une mobilisation financière beaucoup plus importante. D'abord, la première préoccupation. Bon. Le droit à l'électricité est un droit pour tous. Et surtout, en cette heure de la modernité. Et on emmène donc partout, même s'il n'y a pas d'abonnés qui peuvent payer la RC. Alors, je ne sais pas pourquoi vous dites qu'il n'y a pas d'abonnés qui peuvent payer avec RC. Donc, il y a des citoyens qui ne méritent pas d'avoir l'électricité parce qu'ils n'ont pas de moyens pour payer l'électricité. Donc, vous imaginez, dans un village, dans un district, on dit, ceux-là, ils sont pauvres, ils ne peuvent pas payer, et l'État ne peut pas se préoccuper à leur donner de l'électricité. Donc, vous établissez comme ça des préférences entre les citoyens. Je parle du droit de l'électricité, mais c'est l'électricité, mais j'en reviendrai. Nous sommes ici dans la question de priorité. C'est le solaire. Entre les ordres. Ça veut dire que l'obligation pour nous, c'est d'amener l'électricité partout où nous pouvons. Et on ne fait pas de distinction entre zones rurales et zones urbaines. Il faut déjà exclure cela. Parce que les zones rurales sont aussi des zones productrices de richesse. Parce que les mines, vous ne les développez pas au milieu de au centre-ville de Brazzaville. Les usines de forêt, de bois, vous ne les faites pas au centre-ville de Pointe-Noire. C'est dans les zones rurales. Comme on dit, l'électricité appelle le développement. La pêche, dans le Bangui, à Mosaka, c'est pas le cours d'eau de Madoukou qui passe au milieu de Brazzaville. Non, c'est pas le Tikobo. C'est à Mosaka, c'est à Makoti Poko, c'est à Mpouya, c'est là-bas qu'il y a de la pêche. Où on pêche pour amener la nourriture vers les foyers de consommation que sont Brazzaville et Pointe-Noire. Oui. Et le poisson qu'on donne à Pointe-Noire vient du Kwilu, et le Kwilu, c'est Kakamweka. Donc, on ne peut pas dire que ces localités ne méritent pas d'avoir de l'électricité parce que ce sont des localités qui ne produisent rien, qui n'apportent rien à la République. C'est grave de penser comme ça, et le gouvernement ne peut pas vous suivre dans un tel raisonnement. C'est pour cette raison que le gouvernement s'emploie, et c'est le projet de société du président de la République qui le dit, partout où il y a près de 1000 habitants, tout village avec 200 habitants, l'État doit se battre pour y apporter de l'électricité. C'est ce que nous faisons. Et nous avons réussi à amener l'électricité. Vous avez vu tout le travail qui a été fait par le président de la République en apportant l'électricité à Goma-Tete, à Bazandunga, ainsi de suite. Le volet financier de la question d'Alphonse Ndongo. Voilà. Oui. Donc, je n'ai pas encore fini sur la production. Il faut qu'on sache comment on va partir de 700 MW à 3000 MW, oui. Et c'est un objectif que nous nous sommes fixés. Parce que si on n'arrive pas à 3000 MW, on n'aura pas couvert les besoins énergétiques pour le développement de l'économie. Rien que pour faire fonctionner les zones économiques spéciales, là où nous parlons de la diversification de l'économie, il nous faut produire davantage d'électricité. Et nous insistons sur l'hydroélectricité. Le mix énergétique nous commande de renforcer nos capacités dans la production de l'énergie propre. Et les barrages, nous en avons pour y arriver. Je ne parle pas encore des grands barrages, de grands projets de Souda, de Cholet, qui restent justement sur notre ligne de mire, mais je parle de la possibilité que nous avons effectivement de produire de l'électricité avec des micro-barrages par dérivation sur les coudes du fleuve Congo. Et si vous voyez parfois les problèmes que nous avons avec nos voisins, parce que nous avons le même fleuve, il y a des îles dont nous nous disputons la propriété, mais il y a aussi des coudes de dérivation qui devront faire l'objet d'exploitation par nous. Et justement, et là, ça nous permettra de produire de l'électricité par des projets qui sont déjà bien définis. Vous avez comme ça 6
6 postes, 6 zones qui ont été identifiées. Voilà, l'Isolo, Bazandonga, je peux les citer comme ça, il y en a au moins 6, Toku. Ça peut permettre justement de produire de l'électricité. Nous avons à renforcer, puisqu'il s'agit du mix énergétique, nous avons à renforcer l'électricité, la centrale électrique du Congo, pour produire encore davantage d'électricité avec le gaz. Mais nous avons le solaire, tenter des stations solaires, et la politique de production d'électricité étant presque privatisée, il y a certainement des partenaires qui nous aideront justement à installer des centrales électriques solaires, des centrales éoliennes d'électricité, voyez, ce qui va nous permettre effectivement de couvrir les besoins en électricité, et surtout en intégrant le plan Mattei, puisque vous dites quels sont les moyens que nous mettons en œuvre, en intégrant le plan Mattei, en intégrant le programme de la mission 300, où les chefs d'État, il vous souviendra, se sont retrouvés avec l'aide de la Banque mondiale, de la BAD et des hommes de bonne volonté comme Rockefeller pour donner de l'électricité à 300 millions de Congolais sur les 600 millions Africains, vous voulez parler 300 millions 300 millions d'Africains, merci. Sur les 600 millions d'Africains qui manquent d'électricité, il faut, et parmi les 300 millions qui devront bénéficier de cette électricité, il y a des Congolais. Et donc toute cette politique qui est mise en place, qui peut nous permettre de garantir l'électricité. Si l'on manque au centre-ville, si l'on manque à Brazzaville, c'est une question de distribution, c'est une question, encore une fois, de maintenance de nos équipements. Nous avons perdu beaucoup de transformateurs dans des zones de forte production, notamment à Tchelimpo, à Mbono, à Djiri, à Pointe-Noire aussi, le transformateur d'Ongoyo qui a pris un coup, et ça fait que de temps en temps, on a des problèmes de ce genre. Comme c'est le même problème de maintenance de nos équipements, nous avons été... C'est de ça qu'il s'agit, puisque la question d'Alphonse Dongo sur les priorités ou les urgences, cette question vaut son pesant d'or. Pourquoi Imboulou, sur laquelle, en tant que la centrale, l'on comptait pour régler les problèmes délestage à Brazzaville et même à l'intérieur du pays. Le Djo aujourd'hui ont des études, Mokoukoulou fonctionne faiblement. Si jusqu'ici, il n'y a pas réellement des politiques que vous avez mises en place pour préserver Mokoukoulou, pour préserver Djo et même la centrale d'Imboulou, comment aujourd'hui le gouvernement, sans moyens, puisque on sait que le pays est en crise, se permet-il d'aller inaugurer, sinon électrifier des villages quand on sait que pour les entretiens, que pour l'entretien, les autres barrages n'ont pas été entretenus jusqu'à aujourd'hui, et c'est ce qui pose problème. On a promis en 2010 que Brazzaville n'allait plus avoir le délestage. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est résolu. Mais vous, quand même, vous permettez... Alors, le vice-premier ministre actuel, il est délégué des grands travaux actuels. Il me parlait même de 40 milliards qui auraient été débloqués et pour résoudre le problème de transport, de la ligne de transport et de distribution. Malheureusement, on ne sait pas où sont passés les 40 milliards, mais c'est depuis 2010. Voilà, bon, on le saura peut-être. On n'est pas dans la spéculation. Voilà, donc, je vous parle là des politiques concrètes qui sont mises en œuvre. Mais aujourd'hui, sans entretien, comment comptez-vous garantir l'électricité dans les villages? Nous avons des barrages qui peuvent avoir des problèmes de maintenance. Ces barrages sont concédés à des particuliers. Nous allons faire le point des contrats de concession qui ont été signés. Si les particuliers concessionnaires ne sont pas en mesure de financer la maintenance et le fonctionnement optimal de ces barrages, on trouvera bien d'autres solutions. On a d'autres politiques à mettre en place. Et vous êtes même en voie de mettre ça Bien sûr, puisqu'on va faire toute cette évaluation. S'il y a des difficultés de mise en œuvre, on va faire. Vous avez dû suivre, je crois, il y a 1 semaine ou 2 semaines, le EKRC faire la restitution du rapport diagnostic qui a été établi sur la base d'une commande que l'État avait faite à un cabinet pour faire le diagnostic de la politique d'électricité et de l'opérationnalisation de EKRC. Voilà. Donc, l'analyse de toutes ces études, l'analyse de tous les schémas va nous permettre d'envisager une démarche beaucoup plus sûre de relance du secteur. Et les réformes qui ont été amorcées avec l'affermage et même depuis 2003
Qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? Mais c'est celles-là qui vont faire l'objet de notre étude, de l'actualisation. Quand vous parlez de la politique de l'électricité en 2003 et 2026, ça fait quand même presque un quart de siècle. Oui. Donc il n'est pas toujours dit que les politiques telles que nous les avons conçues en 2003 devrait encore rester valable jusqu'à aujourd'hui. Il faut donc les Monsieur le Premier ministre, vous avez abandonné le projet d'affermage par pression populaire. Est-ce que vous allez revenir sur cette question justement? Bon, c'est peut-être pas par pression populaire, simplement parce que nous avons peut-être estimé que le projet n'était pas encore arrivé à maturité, puisque les populations, les partenaires sociaux n'en avaient pas encore compris le bien fondé et avaient posé peut-être d'autres pistes de solutions. Ce sont toutes ces pistes que nous allons examiner au travers du rapport du diagnostic qui est en train d'être analysé en ce moment. Alors, financement du développement, Alphonse Dongo. Alors, justement, Monsieur le Premier ministre, dans le cadre de votre politique annoncée à l'hémicycle, vous avez préconisé 2 formes de mobilisation de recettes, notamment le relèvement de l'assiette fiscale qui devrait déboucher sur une mobilisation de 5 000 milliards de francs CFA. Et le deuxième élément dans votre politique de mobilisation de recettes, c'est justement les financements innovants. Alors, une petite question, comment est-ce qu'on va parvenir à mobiliser 5 000 milliards de francs CFA dans un contexte, on le sait déjà, marqué par l'assèchement financier des entreprises qui subissent les contre-coups de la Covid, de la guerre justement au niveau du Moyen-Orient et tout ce qui a comme impact de l'environnement international sur notre système économique. Et puis, pourquoi dans le cadre du financement innovant, vous avez un instrument comme les PPP, mais on a l'impression que le gouvernement ne s'en sert vraiment pas à bon escient pour pouvoir travailler dans le cadre du partenariat public-privé pour financer des projets, notamment ceux qui sont contenus dans votre cahier de charges. Bon, la feuille de route a déjà été définie par le président de la République dans son projet de société, y compris dans son message, dans son discours d'investiture, que j'ai reproduit d'ailleurs, feuille de route et instructions que j'ai reproduites dans le programme d'action du gouvernement. La démarche est simple, mobilisation optimale de nos ressources internes. Le président l'a d'ailleurs dit encore lorsqu'il s'adressait à ses compatriotes à la faveur de son message du 15 août. Il dit, il est même allé plus loin. Il dit que le gouvernement devrait faire preuve d'ingéniosité sur sa capacité de mobiliser la ressource publique interne parce que nous devons compter sur nos forces et c'est sur ce point qu'il entend nous juger. Mais en faisant quoi exactement? L'ingéniosité, c'est un peu pour oui, nous... Bien sûr, mais de faire preuve de beaucoup de génie, de beaucoup d'intelligence, beaucoup de méthodes, beaucoup d'efficacité dans la mobilisation des ressources internes et ça commence par la digitalisation et la modernisation des régies financières. Alors, Monsieur le Premier ministre, il y a même une task force qui a été digitalisée les régies financières, ce n'est pas rien. Et il y a une task force qui a été mise en place. La énième d'ailleurs, avec les premières n'ont pas produit les résultats. Sur ce point, c'est la première. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu d'autres task force. Sur ce point, c'est la première. Donc, nous travaillons pour qu'il en soit ainsi. Parce qu'il s'agit d'abord de mobiliser davantage nos ressources internes. Le président est convaincu qu'il y a une forte porosité du circuit de mobilisation de ressources. Il y a l'évasion fiscale. Il faut que cette évasion fiscale soit maîtrisée pour que l'ensemble des ressources dont nous disposons à travers de nos registres financiers migrent vers le Trésor. Il y a aussi la corruption qui continue de sévir, Monsieur le Premier ministre. Et puis, il y a l'élargissement de cette assiette fiscale. Nous avons une recette que nous ne mobilisons pas suffisamment aussi. Le secteur informel? Non seulement le secteur informel. La fiscalisation des revenus des hommes politiques? La fiscalité foncière, par exemple. Je ne sais pas ce que vous entendez par fiscalisation des revenus. Je ne sais pas si les députés payent les impôts, Monsieur le Président. Je veux dire sur tout ça parce que tout franc doit être récupéré et nous travaillons pour que effectivement ces revenus, lorsqu'ils seront établis, soient désormais fiscalisés. Donc, il y a la mobilisation des ressources financières, il y a la diversification de l'économie qui doit nous aider effectivement à mobiliser davantage de ressources. Il y a tout ça. Voilà. Alors, Monsieur le Premier ministre, vous parlez de mobilisation des fonds, mais aujourd'hui, il y a une information qu'on a aujourd'hui que la douane congolaise a perdu plus de 18 milliards au premier trimestre.
Est-ce que cela ne vous pose pas problème, justement? Près de 18 milliards. Près de 18 milliards. Ça peut poser problème. Ça peut poser problème, mais ça peut s'expliquer. Ça pose problème. J'étais en train de vous parler tout à l'heure, par exemple, de la subvention que nous devons apporter au projet produit pétrolier. On va le faire comment? Ça veut dire que les importateurs qui vont faire venir du pétrole ne vont pas payer la taxe, par exemple, sur la TVA, prix d'entrée de distribution. Ne vont pas payer la taxe douanière. Et donc, ça va diminuer les recettes. Ça va diminuer les recettes. On sera dans le loin de 18 milliards au premier trimestre. Je vous ai parlé tout à l'heure des politiques que nous continuons à mettre en place pour supporter, pour faciliter la ménagère. Pour que, effectivement, les produits de première nécessité ne pèsent pas trop dans le panier de la ménagère. Donc, nous continuons à subventionner ou à réduire le coût, les frais et taxes des douanes sur ces produits. Il y a aussi des exonérations fiscales que vous accordez trop aux entreprises. C'est possible. Comment vous comptez baisser toutes ces exonérations? Tout ça, c'est en train d'être résolu. Et pour revenir pratiquement sur cette question du premier trimestre 2018, la perte de 2026 plutôt, la perte de près de 18 milliards, ça peut s'entendre. Ça peut se comprendre parce que nous sommes en 2026. Ça a été une année électorale. Et le commerçant aussi, il est prudent. Il sait ce que représente une année électorale dans le pays. Donc, il planifie ses commandes. Il peut avoir retardé ses commandes qui devaient arriver entre janvier et mars-avril, par exemple. Parce qu'il se dit, on ne sait pas comment les choses vont se présenter. Donc, il y a ça. Et qui pouvait faire à ce que, effectivement, les gens n'aient pas passé assez de commandes, que les importations aient été faites. Comme aussi, les gens, à cause des élections, ont dit, on garde l'argent dans nos poches, on se protège. C'est sur leur argent, alors. Non, c'est-à-dire que l'argent de l'État, on détourne l'argent de l'État, on dit, finalement, il faut bloquer les caisses quelque part. Nous n'avons pas des éléments comme ça. Si c'était cela, on n'aurait pas dit Monsieur le Premier ministre, on a l'impression que vous ne vous attaquez pas réellement à la corruption, vous ne parlez pas de l'impunité, alors que vous êtes considéré comme l'homme des réformes, de celui qui a toujours clamé la souveraineté, la restauration de l'autorité de l'État. Mais quand on vous entend, vous parlez de moins en moins de la corruption et de l'impunité, alors qu'on sait que c'est aussi à cause de ces mots que nous vivons tous. Il ne s'agit pas de parler, il s'agit de constater. Donnez-moi un exemple d'un scandale financier que vous avez connu. Un DG a passé une nuit, vous vous souvenez, à la maison d'arrêt, il était sorti par caution, le DG des impôts. On entend souvent des détournements. Mais peut-être que c'était sur la base de la spéculation. Peut-être sur la base de la spéculation, de l'émotion. Encore et encore la spéculation et l'émotion. Mais bien sûr. Alors l'institution anticorruption avait épinglé un de vos ministres et ça n'a pas abouti. Quand? Non, plutôt pas plutôt la HALC, mais avant la HALC. En 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Non, bien avant. Ok, nous parlons de ce que nous sommes en train de faire, des efforts qui ont permis à la haute autorité de lutte contre la corruption de faire gagner au Congo des points dans la liste de classement des pays dans le cadre. Ça n'a pas augmenté malheureusement depuis plusieurs années. On est à 23 points, monsieur. Mais non, pas du tout, pas du tout. Allez regarder le rapport de Transparency Internationale sur 2025, vous constaterez que nous avons gagné. On sait que vous avez des bons points au niveau de la Commission nationale des droits de l'homme. On va chuter. Donc, il ne s'agit pas de spéculer, il s'agit de constater qu'effectivement, on a de moins en moins de problèmes liés à des scandales financiers et que la corruption est en train d'être... Alors que le président a dit il y a 5 ans, 3 ans à peu près, qu'il y a le verre dans le fruit. Il n'y a pas de souci, il y a toujours quelques indélicats, il y a toujours quelques fonctionnaires indélicats. Mais parler de gros scandales financiers, nous n'en avons pas encore la preuve. Et quand bien même il y aurait ces fonctionnaires indélicats, ils sont sanctionnés. On va reprendre avec les conseils de discipline, comme le président le fait avec le Conseil supérieur de la magistrature. De sorte que celui qui va se faire prendre va être sanctionné. On ne peut pas dire que dans tous les autres pays, il n'y a pas ces fonctionnaires indélicats, sinon la justice aurait fermé les portes partout dans ces pays. S'il y a toujours des procédures à ce niveau, c'est que dans la mise en œuvre des politiques que nous conduisons, vous avez quelques indélicats, quelques inciviques, quelques concussionnistes, effectivement, quelques corrompus ou corrupteurs qui font gripper la machine. Et la justice est là pour ça. Sinon, on parlerait d'une vie parasidiaque, on n'est pas au paradis, là. Une dernière question. On parlerait d'une vie paradisiaque. Monsieur le Premier ministre, justement, sur le cas de la douane, on sait que l'objectif d'atteinte de recettes est de l'ordre de 250 milliards de francs CFA. À vous entendre parler, ça voudrait dire que
si la douane accuse une contre-performance en termes de mobilisation de recettes qui sont inscrites dans la loi de finances 2026, ce sera pardonnable. Mais un pays, je vous ai dit que tout est dynamique. Vous pouvez faire une mauvaise performance ce mois-ci et faire meilleure performance demain. Vous pouvez avoir bonne performance cette année et mauvaise performance l'année prochaine. C'est le marché qui régule aussi tout ça. Si vous n'avez pas beaucoup de gens qui ont passé les commandes parce qu'ils se disent que, bon, prenons le cas, la production locale en telle matière est en train de grimper et que moi qui commandais par exemple tant de cartons de conteneurs 2 par mois, je n'en vais en commander peut-être que la moitié ou le tiers. Comment? Au Congo, ça devient endémique. Parlant pour la dernière question, rapidement, Monsieur le Premier ministre, l'une de vos priorités, c'était la diversification. On a constaté aussi que depuis 5 ans à peu près, la croissance hors pétrole a beaucoup augmenté. Merci de le reconnaître. Non, mais on le reconnaît puisque nous sommes objectifs. Nous ne sommes pas des hommes politiques, nous sommes objectifs, nous sommes scientifiques. Mais seulement, la question qui nous taraude à l'esprit, c'est la question du capital humain. Nous constatons depuis quelques années, les jeunes que vous avez fait former à Cuba, les médecins notamment, plusieurs parmi eux ont refusé de revenir au pays, qui se retrouveraient en France comme aides-soignants alors qu'ils sont médecins, et d'autres aujourd'hui se retrouvent au Sénégal un peu partout. Donc il y a une fuite de cerveau, mais aussi, on voudrait savoir quel est le plan qui a été mis en place, la politique de formation, j'ai envie de dire, le capital humain. Vous soulevez 3 problèmes. Celui de la mobilité internationale, qui donne le droit à tout citoyen de s'établir partout où il veut, ou de chercher du travail, d'aller étudier ou d'aller de revenir. La fuite des cerveaux, qui fait que beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de des citoyens africains préfèrent s'établir à l'étranger pour des raisons objectives comme subjectives. Et vous parlez de la crise de conscience patriotique. Voilà. Donc, nous travaillons, nous menons tous ces combats de front. On espère que les citoyens auront une meilleure conscience patriotique pour comprendre que quand on a bénéficié du soutien de son pays, quand on a étudié grâce à l'argent du contribuable, on est allé à l'étranger pour étudier grâce à l'argent du contribuable, et quand on a fini, on gagnerait à revenir travailler dans ce pays. Ceux qui peuvent le faire, c'est une bonne chose. Ceux qui ne peuvent pas le faire, qui estiment que, bon, moi je gagnerais mieux ma vie ailleurs, où j'ai meilleur plateau technique, j'ai meilleures conditions de travail ailleurs. La seule chose qu'on leur demande, dans un cas comme dans l'autre, c'est faire preuve de conscience patriotique, de faire en sorte que, où que vous soyez, que vous pensez que vous avez un pays qui a investi pour vous et qu'il est, il est aussi de votre devoir d'investir pour ce pays. C'est pour cette raison que vous voyez les politiques que nous mettons en place pour rassurer davantage nos compatriotes établis à l'étranger, qui peuvent aller et revenir, et que quand bien même ils seraient à l'étranger, qu'ils ne soient pas traités là-bas comme des esclaves, que s'ils constatent que là-bas, ils ne sont plus les bienvenus, le pays est toujours prêt à les accueillir. Comme on a accueilli nos compatriotes qui étaient en Afrique du Sud, comme on a reçu, honoré et élevé certains de nos compatriotes qui sont partout dans le monde et qui ont compris qu'ils pouvaient venir célébrer la fête nationale avec nous. Les derniers qui sont venus en Europe. On leur dit, oui, le Congo c'est chez vous, vous devez investir parce qu'il y a aussi beaucoup de pays qui doivent leur développement à la diaspora. Beaucoup de pays ont réussi à se développer, à mobiliser d'importantes ressources pour financer certaines politiques sociales grâce à la diaspora. Et donc notre diaspora aussi peut être utile pour cela. Vous comptez sur la diaspora? Mais nous, on ne peut que compter sur l'ensemble des Congolais, où qu'ils se trouvent. Alors, merci Fortuna. On va continuer sur cette question de diversification de l'économie, cette fois-ci en parlant de l'agriculture. Alphonse Ndongo. Monsieur le Premier ministre, on ne peut pas refuser au gouvernement d'être lui-même sur le front, n'est-ce pas, du boost de l'agriculture. Mais toujours est-il que nous sommes à pratiquement près de 1000 milliards d'importations en termes de produits alimentaires. Alors, à quoi ça sert cet investissement consenti par le gouvernement pour booster l'agriculture, tandis que les prix sont toujours très élevés sur le marché? Mais nous ne pouvons pas nous passer du développement de l'agriculture.
Et nous ne pouvons pas non plus penser que le problème de l'agriculture ou le problème de la sécurité alimentaire va être résolu par un coup de baguette magique. Nous saluons simplement les efforts qui sont en train d'être entrepris et nous suivons l'évolution. Aujourd'hui, on peut se satisfaire de ce que l'agriculture est en plein essor dans notre pays. Et l'implication des Congolais dans le développement de l'agriculture n'est plus un sujet... voilà, je crois que cette implication est réelle, ce n'est plus spéculatif, c'est vraiment réel. On voit un peu ce qui se fait et vous me donnez l'occasion d'ailleurs de vous interpeller de nouveau sur une question que vous avez posée sur l'électricité. Où se développe l'agriculture principalement? En zone urbaine ou en zone rurale? Ah ben d'accord, vous comprenez donc. Et donc vous pensez que ces personnes-là qui souffrent dans ces zones rurales pour produire et envoyer leur production dans des foyers de consommation à Brazzaville, ils ne méritent pas d'avoir d'électricité. Et comment ils vont faire fonctionner leurs produits? Comment ils vont les conserver? Voilà, donc vous comprenez l'intérêt pour nous de faire en sorte que l'électricité soit dans les zones rurales. Et comment ils vont s'établir? S'il n'a pas d'électricité, il ne voudra pas, puisqu'il ne pourra même pas mettre un poste téléviseur. Il ne pourra pas mettre, charger son téléphone. Vous comprenez donc pourquoi il est obligatoire pour nous de garantir les infrastructures énergétiques dans ces zones, et c'est ce que nous faisons. Et nous saluons le travail qui est en train d'être fait en termes de développement de l'agriculture. Il n'y a qu'à voir comment nos coopératives, nos zones agricoles protégées, nos départements se rivalisent d'ardeur lors de la foire, la grande foire agricole du Congo, de génie. Vous avez vu les produits qui ont été exposés. On peut dire oui, je crois que nous sommes sur la bonne voie et que le mot d'ordre du président de la République est en train d'être mis en œuvre, est en train d'être exécuté. Nous poursuivons le financement, nous poursuivons l'accompagnement. On a mis à la disposition des milliers des populations, des producteurs, des milliers de tonnes d'engrais et de semences, d'intrants, pour justement booster l'agriculture. On a beaucoup financé la mécanisation agricole. Vous avez vu les tracteurs qui ont été exposés à la foire. Vous avez vu effectivement les tracteurs qui sont, et d'autres engins agricoles qui sont dans les SEMA, à Bouassa, à Yinda, un peu partout, et qui permettent désormais aux populations de bénéficier d'une location à moindre coût pour labourer son terrain, pour labourer son hectare, sa superficie d'exploitation, pour qu'on n'ait plus à travailler comme du temps de la préhistoire, comme nos arrière-grand-mères. Donc, il y a tout ce travail qui est en train d'être fait. Il reste justement. Nous avons maintenant la possibilité de faire l'assemblage des tracteurs sur place, ce qui fait que le tracteur qu'on devait payer à 45 millions de francs CFA, nous pouvons désormais l'avoir à 16-17 millions, avec des mécanismes d'accompagnement qui ont été mis en place avec les banques pour aider ceux qui voudraient acquérir des tracteurs à les avoir par un mécanisme financier d'accompagnement soutenu par le FIGA et les banques locales. Oui. Il nous reste juste à trouver de la main-d'œuvre disponible plutôt pour accompagner les producteurs. Il y a aussi un problème de route, Monsieur le Premier ministre. Un agriculteur qui est à Kingwe, il n'y a pas une bonne route là-bas. Comment il fait pour justement ramener sa marchandise à Brazzaville ou à Pointe-Noire? Le fonds routier est là pour faire tout ce travail et nous sommes en train de réfléchir sur les moyens de réhabilitation des routes rurales avec l'entretien routier et le fonds routier. Est-ce que l'État congolais ne fait pas un peu trop? L'État en fait trop. Il est investisseur, il est producteur, il est lui-même vendeur et parfois même acheteur, c'est-à-dire en achetant le surplus lorsqu'il y a par exemple la grande foire à laquelle vous avez fait allusion tantôt. On a l'impression que l'État fait tout. Est-ce que cela ne va pas vous essouffler à la... Non, il est stimulateur. Voilà, il est stimulateur, il est impulseur, il impulse. Voilà. Il donne le goût dans un pays où les Congolais avaient perdu le goût à l'agriculture. Dans un pays où, lorsque on a décidé de fermer les offices, de dissoudre les offices et les agences qui aidaient à la commercialisation, à la conservation, à la production des produits agricoles, et le privé n'a pas tout de suite pris le relais, où les populations et même
les investisseurs étrangers ne se sont pas bousculés pour gérer ces offices que nous avons dissous. Et il n'y a pas eu un engouement de la part de nos compatriotes pour s'approprier le secteur. Il fallait que l'État impulse, et c'est ce que l'État est en train de faire. Et l'État continue donc à entretenir des opérateurs agricoles? Bien sûr, jusqu'à un moment donné, effectivement, parce que sinon, comment on ferait si on décide aujourd'hui de ne pas accorder des facilités aux producteurs agricoles? Où est-ce qu'ils trouveraient de l'argent pour faire venir un tracteur? Si on décide aujourd'hui de ne pas réduire les droits et taxes de douane pour les intrants agricoles, à quel prix le producteur agricole achètera-t-il la tonne d'engrais, la tonne d'intrants pour renforcer sa production? Si on décide aujourd'hui de ne pas faciliter l'acquisition de l'aliment de bétail, comment l'éleveur fera pour nourrir ces bêtes? Voyez, donc l'État est obligé d'accompagner. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'on va mettre à la disposition, y compris des coopératives, des agents de l'État du ministère de l'Agriculture. Si vous voyez effectivement dans le budget 2026, comme dans les budgets antérieurs, on prévoit un quota des agents de l'agriculture, un quota des jeunes, sortis par exemple des instituts de la jeunesse et des sports, pour permettre à ce qu'on puisse affecter à demeure des gens pour encadrer les producteurs agricoles. C'est ce qu'on fait également au Aubeville, là. Aubeville, c'est beaucoup plus pour la rééducation, la reprise en main de nos enfants qui étaient en difficulté ou qui sont en difficulté, que nous devons resocialiser, et justement en leur donnant la possibilité d'apprendre un métier, pas que le métier d'agriculture. Le métier, il y a des unités de boulangerie, il y a des unités de pâtisserie, il y a des unités de soudure, d'électricité. Donc c'est une politique de grande envergure qui est en train d'être déployée au profit de la jeunesse. En tout cas, on vous souhaite bonne chance, Monsieur le Premier ministre. C'était aussi le mot de la fin, puisque nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale. Merci de nous avoir suivis. Faites un effort supplémentaire de liker, de partager, en tout cas de donner votre avis par rapport, en tout cas, à ce que le Premier ministre a dit. À nous revoir à la prochaine occasion.